Donc, la coupure est passée. Je vous retrouve pour la suite de nos aventures sur la définition de la droite et de la gauche. Il est la question de la nature humaine qu'on va traiter. Et oui, la nature humaine, c'est important. Et en fait, par exemple, à gauche, on va plutôt tendance à penser que l'homme est bon de nature, c'est-à-dire que en cas de crise et à l'état de nature, l'homme est davantage touché vers l'altruisme, alors qu'à droite, on va plutôt opter pour une position dite hobbesienne, où l'homme est un loup pour l'homme, même si Hobbes n'a pas prononcé cette phrase. Euh, on va plutôt penser que l'homme est belliqueux, égoïste, méchant, alors que à gauche, on va d'abord penser que c'est une question d'environnement, si l'homme est mauvais. Alors, ça va mener à des comment à des visions philosophiques totalement différentes. Ou par exemple, à gauche, on va prôner des révolutions qui vont permettre euh, de, de changer cet état social qui ne permet pas de développer les vertus humaines, alors que, alors qu'à droite, ça va être soit en fait une tentative de répression de ces instincts qui sont considérés comme conscients, et donc une politique dite punitive, euh, une, euh, ou alors une tentative de s'adapter en fait à cette nature égoïste, belliqueuse de l'homme, ou parfois même en la célébrant. Par exemple, dans le cas du nazisme dans le cas du darwinisme social, qui n'est pas exclusif au nazisme et qui se retrouve dans le néolibéralisme, euh, où la force par rapport à la compétition dans le marché est mise en avant. Euh, Le fixisme de la droite donne naissance à son amour de l'ordre, tant on dit que la vision dynamique de l'homme à gauche va de pair avec son progressisme. Mais on trouve aussi des exceptions. Par exemple, le philosophe Friedrich Nietzsche, on ne peut pas vraiment le classer à gauche. Ce serait assez audacieux comme qualification. Euh, il a une vision dynamique et historique de l'homme, tout en étant de droite, en conservant l'idée d'hierarchie. Donc, toujours, je rappelle, ce sont des idéotypes. Les idéotypes ne recoupent pas l'ensemble des êtres environnants, mais sont en fait, évidemment, des espèces de synthèse de ce qui font la droite et la gauche euh, dans ces exposés. Ensuite vient la question des LGBT et des féministes. Historiquement, les deux demandes des associations LGBT et féministes reçoivent l'aval des partis de gauche. Le mariage homosexuel, l'égalisation des salaires, l'autorisation de l'avortement, etc. Tandis que les partis de droite ont tendance à s'opposer à ces lois, les propositions pro-féministes et pro-LGBT de la gauche vont de pair avec son progressisme. Les positions anti-LGBT de la droite et anti-féministes sont justifiées par son conservatisme ou sa vision naturaliste des choses. Ensuite, il y a la vision de l'égalité par rapport à la liberté. La droite fait habituellement une distinction entre la liberté et l'égalité. Elle considère que la liberté d'entreprendre, de s'enrichir, de rémunérer comme on l'entend, etc., est antagoniste avec la conception de la liberté. La gauche considère, à l'instar de Rousseau, que la liberté ne peut être effective que s'il y a l'égalité des forces, puisque l'inégalité entraîne la domination de l'un sur l'autre. Le philosophe Norberto Bobbio affirme que le rapport à l'égalité est fondateur dans le clivage gauche-droite. Selon lui, la gauche est pour l'égalité réelle, tandis que la droite justifie l'existence d'inégalités naturelles ou utiles au sein de la société.
Nous réinterrogerons la distinction gauche-droite ainsi que la définition d'extrême gauche et d'extrême droite donnée par Noberto Bobbio. Ensuite vient une question un peu plus complexe. La question de la division des groupes humains. La gauche est historiquement universaliste, elle a fait la déclaration des droits de l'homme, euh, elle, euh, c'est elle qui a produit la phrase prolétaire de tous les pays, unissez-vous. À gauche, on considère que les groupes humains vont ensemble vers une même destinée. Alors que à droite, on pense que ça va plutôt vers la division. La gauche croit à l'unité du genre humain. Les convictions féministes de la gauche sont un produit de cette unité de ce genre humain. Euh, Pareil pour l'antiracisme. Euh, et c'est à l'origine d'une justification, enfin, dans une mesure un peu moins considérée comme noble actuellement, c'était une des raisons qui fait que la gauche était celle qui a produite en premier la colonisation parce qu'elle voulait apporter les lumières au peuple qui n'y était pas. Donc il y a une dimension universaliste, voire assimilatrice de la part de la gauche. Mais on arrive à un paradoxe. Enfin, un paradoxe quand on parle des questions actuelles. Car si tous les individus sont égaux, qu'en est-il des civilisations, des pays et des groupes humains qui divisent l'humanité en catégories inférieures et supérieures? Si tous les individus sont égaux, alors or, toutes les cultures ne se valent pas. Cette affirmation est cohérente si l'on veut aller jusqu'au bout de la logique universaliste. Effectivement, si un certain pays qu'on ne nommera pas considérait les femmes comme inférieures aux hommes, on aura tendance à penser que cette culture est inférieure par rapport à en fait une culture qui en fait a une aspiration universelle qui sera une culture porteuse de valeurs universelles qui vaut pour tous les êtres humains. À droite, à l'inverse, on pense que l'humanité est avant tout divisée en sous-groupes culturels, civilisationnels ou alors raciaux. On pense à la phrase de Joseph de Maistre: Or, il n'y a point d'homme dans le monde. J'ai vu dans ma, j'ai vu eu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes, etc. Je sais même grâce à Montesquieu qu'on peut être persan, mais quant à l'homme, je déclare ne l'avoir rencontré et de ma vie. S'il existe, c'est bien à mon insu. Donc, l'idéologie racialiste des nazis est un particularisme biologique euh, euh, qui est différent, par exemple, du particularisme culturel de la droite conservatrice actuelle. Mais c'est un particularisme quand même. On peut avoir des fois des petites, des petites exceptions. Par exemple, en France, où certaines personnes de droite vont se revendiquer universalistes, mais en règle générale, c'est plus un culturalisme assimilationniste qu'un réel projet universaliste. En ce qui concerne la répartition des richesses, la gauche défend usuellement une réduction des inégalités économiques. La droite considère traditionnellement que les inégalités favorisent la compétitivité et l'esprit d'entreprise et sont basées sur le mérite. Donc je crois qu'on va bientôt en finir avec la partie 3. Eh bien oui, on a fini avec la partie 3. Passons à la partie 4. Oui, passons à la partie 4, pardon.
Euh, le résumé et la critique de la thèse de Norberto Bobbio. Norberto Bobbio, philosophe spécialisé en philosophie politique et philosophie du droit, propose une différence fondatrice entre la droite et la gauche. La différence fondamentale entre nos deux camps résiderait donc sur une vision péjorative ou alors améliorative de la question de l'égalité. La gauche serait pour l'égalité, alors que la droite serait contre. Euh, pour la gauche, les inégalités sont sociales, historiques et doivent être abolies ou du moins réduites. Pour la droite, au contraire, elles sont naturelles ou bénéfiques au bien commun. Il est donc souhaitable d'espérer leur conservation car elles sont essentielles au bien commun. Il considère que la différence entre extrême droite, extrême gauche avec la gauche et la droite est que l'extrême droite et l'extrême gauche défendraient l'autorité tandis que les autres défendraient la liberté. Si la conception de Norberto Bobbio est intéressante sur le principe fondateur de la droite et de la gauche, la question de l'égalité, je pense qu'il se gourre carrément en ce qui concerne la question de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Par exemple, les anarchistes sont traditionnellement classés extrême gauche. Euh, je crois pas qu'on peut les catégoriser des amis de l'autorité ou des ennemis de la liberté. Ça me paraît totalement, totalement abracadabrantesque. Et même, en fait, la question de la liberté et de l'autorité est un peu particulière. Certains historiens spécialisés, par exemple dans le nazisme, qu'on verrait, nous, Français, comme opposer la notion de liberté, certains historiens comme Johann Chapoutot tendent à montrer que les nazis se revendiquaient d'une vision germanique de l'Allemagne comme pays de la liberté, une vision spontanéiste et sociale darwinienne de la liberté. Elle stigmatisait la France comme un pays de bureaucratie qui entravait la liberté. Le concept de liberté est de, enfin, voilà. En fait, on pourrait, on ne peut pas faire de l'autorité et de la liberté une question qui nous permettrait de placer l'extrême droite et l'extrême gauche. Je ne sais pas si j'ai bien agité les bonnes mains. Bon, tant pis. D'ailleurs, je vois le temps. En fait, la partie au niveau de mon premier cut fait une demi-heure. Et là, j'en suis déjà à 13 minutes. Et j'ai encore un peu de trucs à dire. Donc, pourquoi pas se faire une vidéo en deux parties. Comme ça augmente les vues. Euh, Pardon. Euh, Non, pas pardon. Euh, le concept, donc. Mais serait-il possible, grâce à la découverte du fondement du clivage gauche-droite de Norberto Bobbio, de qualifier l'extrême droite et l'extrême gauche à partir de la même notion d'extrême? Un extrême désigne quelque chose qui est à un degré très élevé, voire au plus haut degré en vertu d'une certaine unité de mesure. Par exemple, une chaleur extrême, c'est une chaleur très très haute au niveau du degré Celsius. La gauche serait donc l'idée d'égalité poussée à l'extrême, alors que la droite, l'extrême gauche serait l'idée d'égalité poussée à l'extrême, alors que l'extrême droite serait l'idée de l'élitisme poussé à l'extrême. Cette idée, bien que plaisante, pose un problème. Car si on peut effectivement classer de cette manière la gauche, c'est beaucoup plus compliqué pour classifier la droite. Par exemple, il y a vraiment une différence de nature qui fait qu'on ne peut pas faire de classement d'élitisme entre les partis de droite. Par exemple, si le critère déterminant qui va placer ton élitisme, ton inégalité, ça va être la nation, la préférence nationale, tout ça, ou alors si c'est la question des richesses, en fait,
au final, on se retrouve avec la notion extrême se retrouve en fait arbitraire. On a une question de nature qui est différente si tu es en fonction de quelle droite tu appartiens. Donc ça me paraît un peu douteux d'utiliser la notion d'extrême dans ce sens-là. Donc, moi je propose qu'on retourne à notre mouvement dextrogire, à notre mouvement sinistrogire, pour dire que en fait, ce qui va faire les extrêmes droite et les extrêmes gauche, en fait, c'est la position par rapport à l'air du temps. C'est par exemple, on va pas avoir de problème à classer un royaliste à l'extrême droite, parce que ça nous paraît totalement hors de propos aujourd'hui de vouloir remettre le roi sur le trône. On va classer à l'extrême gauche quelqu'un qui va vouloir euh, mettre l'anarchie, enfin au sens premier du terme. Parce que c'est pas dans nos préoccupations. Alors que dans un autre cadre, en fait, ces préoccupations institutionnelles seraient ce qui ferait la droite et la gauche, et non pas l'extrême droite et l'extrême gauche. Donc voilà, j'ai à peu près fait un idéal type de la droite, de la gauche, pour que vous voyez à peu près de quoi ça parle, à quoi ça envoie, pourquoi cette question pose problème. Et je vous enjoins à mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo, la première comme celle-ci. Celle-ci était un peu plus écrite, enfin je lisais plus parce que j'étais un peu moins dedans, j'étais un peu plus fatigué, je les ai tournés un peu à la suite, donc j'étais un peu moins spontané. Ou mettez un pouce rouge, enfin un pouce en bas, si vous n'avez pas apprécié ces deux vidéos. Mettez un commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord, que vous voulez en discuter. Et bien, je vous souhaite bonne journée, bonne fin de deuxième vidéo, car ce sera une seconde vidéo. Et je vous dis à plus.